Bonjour à tous. Logement et hébergement d'urgence. Comment les villes font-elles face? Quelles évolutions dans l'hébergement? Quel public? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Monod. Vous êtes maire adjointe à Rueil. Bonjour. Guillaume Roussel, vous travaillez pour le Bonjour. CCAS de Rueil. Et Steve Laranaga, vous êtes maire adjoint à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Alors de qui parlons-nous quand on parle de public pour l'hébergement d'urgence? Quels sont les publics qui vous sont adressés? C'est la question que je vais vous poser, Steve. Si vous pouvez nous dire comment les choses évoluent, si elles évoluent, sachant que vous ne choisissez pas les dossiers qui arrivent dans votre ville. Tout à fait. Je voulais vous parler du centre d'hébergement d'urgence qu'on a nommé Henri Grouès, qui existe depuis 1997. Et ce centre d'hébergement d'urgence, il accueille 31 personnes. On a 31 places, j'allais dire. On accueille à peu près dans l'année une cinquantaine de personnes. C'est une convention, bien sûr, avec l'État, avec la DRIL. Et c'est le public qui nous est transmis. Ce sont des personnes seules, puisque dans la convention, on a sur les 31 places, on a 20 places pour les hommes et 11 places pour les femmes. Donc, public qui nous est envoyé par le SIAO, donc le 115. Et dans notre convention, on a une dizaine de places où nous, la ville de Saint-Ouen, si on repère des personnes sans domicile fixe, qui ont des soucis d'hébergement, on peut travailler, mais en lien bien sûr avec le 115, pour, j'allais dire, faciliter leur intégration dans ce centre d'hébergement d'urgence. Ce sont les places sur lesquelles la ville a la main. Ce sont les places réservataires, c'est un peu ça, Voilà. Madame Monod, c'est ça, hein? C'est le même vocabulaire. Je vais passer le micro à Madame Monod. Oui, c'est à peu près c'est la même idée, c'est le même. Oui. Alors nous, avec un nombre d'hébergements et surtout 2 lieux différents pour les hommes et pour les femmes. Je passerai la parole à Guillaume tout à l'heure sur le sujet. Mais c'est la même chose, il y a des places qui nous sont réservées du fait qu'on met à disposition évidemment un local, des agents. Donc forcément, c'est le même principe. Alors que je comprenne bien, les communes dans les deux cas, Saint-Ouen ou Rueil, vous dites voilà le type d'hébergement qu'on a pour tel type de public, vous nous adressez que ce type de dossier. C'est comme ça, c'est vous qui fournissez la base au 115, qui après regarde dans son fichier un homme de tel âge, je pourrais mettre dans telle place, c'est ça? Alors sur la partie homme, c'est vraiment inconditionnel. Oui. Et comme on l'a indiqué pour les femmes, ce sont des femmes autonomes, parce que c'est la volonté, c'est pour aider ces femmes à aller vers évidemment un relogement et de la réinsertion. Donc là, ce sont des femmes autonomes, c'est un logement différent, dans un autre lieu. Et ce sont des femmes avec enfants potentiellement. Il y a des places pour 3 enfants, donc 3 femmes avec enfants. Là, ça met une condition particulière. Mais pour les hommes, il n'y a pas de condition particulière. Je passe la parole à Guillaume. Oui, mais merci Madame. Guillaume, c'est quoi, femme autonome, ça désigne quel type de public, ça? Alors, on va être sur en fait un public autonome, déjà avec un premier pas en réinsertion. Tout simplement parce que l'appart, donc c'est le centre d'hébergement qu'on a ouvert maintenant il y a 1 an et demi, se veut en fait comme une grosse colocation, totalement en autonomie, avec une cuisine, des sanitaires. D'accord. Et on n'a pas de présence de professionnels sur place. On a une équipe dédiée avec des astreintes en permanence, on est joignable tout le temps pour répondre à leurs besoins en cas de besoin. Mais sur le lieu, il n'y a pas de professionnels et elles sont autonomes en termes de ressources pour certaines. Celles qui ne le sont pas, on met en place les aides nécessaires pour leur fournir de la nourriture, les éléments nécessaires pour les enfants aussi. On fait le relais aussi avec les associations de la ville qui œuvrent au quotidien pour les publics en grande précarité de Rueil. Mais c'est un public où il n'y a pas forcément de grosses problématiques à la fois de santé, psychiatrique aussi, qui peuvent vivre en autonomie sur un appartement comme celui-ci. Et le deuxième volet, ça c'est l'appart, comme ça que vous l'avez nommé. Tout à fait. Et il y a la boussole. Tout à fait, la boussole, donc c'est un peu le lieu historique à Rueil-Malmaison, puisqu'on est sur un accueil de jour destiné initialement à un public très marginalisé, très masculin, puisque le lieu existe maintenant depuis au moins tel qu'il est là 14 ans. Il a été déplacé plusieurs fois dans la ville, mais
tel qu'il est là, donc c'est un pavillon. Et on a vu quand même une évolution de public, puisque au début c'était vraiment un public masculin qui venait pour une domiciliation administrative, pour recevoir ses papiers. Un premier pas, c'est une mission d'un accueil de jour, le premier pas vers les institutions aussi. Aujourd'hui, la Boussole, c'est un accueil de jour toujours, on a vu l'évolution quand même, qui accueille de plus en plus de femmes, de familles, notamment pour des questions de domiciliation administrative, mais aussi un centre d'hébergement d'urgence, donc qui fonctionnait jusqu'à encore il y a 1 an et demi de façon hivernale. Aujourd'hui, on a annualisé cet hébergement, donc on héberge en fait toute l'année des hommes, donc 7 hommes sur cette structure-là. Contrairement à l'appart, on est sur un public où il y a moins de conditions, puisqu'on a une présence de professionnels 24 heures sur 24 sur la structure, avec notamment le soir, on a des hôtes de maison qui sont là pour accompagner le public au savoir habiter, notamment se faire à manger, se préparer son repas. Donc on a changé, avant on était livré par des repas, des repas en barquette. On a changé ça, on a mis un réseau en place où on récupère des légumes du jardin d'insertion de la ville via l'association Odyssée vers l'emploi, mais aussi des boulangeries partenaires qui nous donnent du pain ou une association aussi qui nous livre des invendus. Par exemple, aujourd'hui j'ai une livraison de traiteur de Roland-Garros. Donc ça permet en fait de travailler de nouveaux produits pour les personnes, de découvrir des produits qui n'ont pas l'habitude non plus de travailler, des légumes qu'ils ne connaissent pas pour certains. Et l'hôte de maison est là, et l'équipe de jour aussi est là pour accompagner ce public au savoir habiter, gestion du linge, comment laver son linge, parfois on en est là, les questions de savoir faire cuire des pâtes. Il y a des personnes qui ne savent pas cuire des pâtes. Donc on est vraiment sur les premiers pas de réinsertion. D'accord. Hébergement et accompagnement, donc c'est ce que vous faites, c'est un peu la même chose que vous allez développer ou que vous développez à Saint-Ouen. Tout à fait. Depuis la création de l'espace Henri Grouès, comme je l'ai dit tout à l'heure en 1997, le but c'était pas juste d'héberger en urgence, c'était d'ailleurs les places s'appellent hébergement d'urgence et de stabilisation. Donc l'idée c'était vraiment d'accompagner les personnes vers l'autonomie, comme vous l'avez dit. Par contre, nous, à côté de la quotidienneté, donc avec des hôtes de maison, on les appelait des maîtres de maison, nous, on a aussi une prise en charge globale avec assistante sociale, infirmière, et on a aussi la chance d'avoir à Saint-Ouen une infirmière qui se partage son temps entre l'espace Henri Grouès et le XAPA, donc centre de soins, d'accompagnement et de prévention pour les addictions. On a quand même de nombreuses problématiques à ce sujet pour ces publics. Donc c'est vrai que nous, dès le début, l'idée c'était d'être dans une prise en charge globale de la personne, que ce soit au niveau du quotidien, mais aussi au niveau de l'accès aux droits et de l'insertion, voire la réinsertion. Est-ce que vous diriez que l'augmentation des troubles psychiques dans la population française en général se ressent dans les publics que vous recevez? Est-ce que vous devez de plus en plus vous orienter vers une prise en charge globale, incluant psychiatre, psychologue et d'autres personnes? Alors, au niveau de la population française, comme vous l'avez dit, c'est clair, hein, les chiffres augmentent. Maintenant, nous, sur un échantillon de 31 personnes, c'est quand même assez difficile de faire une généralité. Mais c'est vrai qu'en plus de l'infirmière, on a aussi un accompagnement psychologique. On a une psychologue qui intervient ponctuellement pour les personnes qui ont besoin, j'allais dire, en dehors même de troubles d'addiction. Même si l'addiction ça peut être lui, mais si certains ne sont pas dans l'addiction, ils peuvent aussi avoir des problèmes psychologiques. Tout simplement le fait de vivre à la rue, soit à la base il y avait un problème d'addiction, soit malheureusement ça se développe. Donc on est sur des publics qui sont hyper fragiles de toutes les manières. D'accord. Madame Monod, donc vous avez annualisé l'accueil à la Boussole, oui, c'est bien oui, ça oui. Ça représente un coût pour la commune. Oui, absolument. C'est une volonté, c'est une réelle volonté sociale de la part de la ville, parce qu'effectivement, ce sujet de la sortie de l'hébergement, on en parlera après, mais sur une très courte période, ça ne permettait pas non plus justement de faire cet accompagnement dans la durée, d'aller vers une réinsertion. Donc ça a été une volonté de la ville d'annualiser, effectivement, et en consacrant plus d'agents, plus de temps, et en s'inscrivant dans la durée, dans la possibilité d'accompagner durablement ces personnes et de ne pas les remettre à la fin de la trêve hivernale dans la condition où ils étaient en y arrivant.
Vous recevez d'accord, c'est le 115 qui vous adresse Absolument. au public. Vous recevez des gens de toute l'Île-de-France. Oui, alors c'est Ça se quand passe même comment en fait Guillaume Oui. Alors potentiellement de toute l'Île-de-France, mais en fait Mais en concrètement. pratique Comment mais c'est principalement le 92. D'accord, Voilà. ok. En théorie, ça serait Voilà. le cas, mais bon, vu le nombre de places, c'est principalement des personnes du 92. Il y a un objectif d'efficacité pour que les personnes, notamment qui travaillent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui travaillent, et en tout cas qui sont en recherche de travail, c'est pour être sur le bassin d'emploi du département. Guillaume Roussel, vous pouvez nous rebrosser rapidement le tableau initial et celui qui a évolué les dernières années sur l'augmentation du nombre de places. Oui, bien sûr. Donc, Donc, je connais bien en tête. Comment Vous êtes passé un peu vite dessus, donc c'était pour remettre ça sur votre Alors tête. initialement, donc, à Rueil, il existait un accueil de jour donc destiné aux personnes sans domicile fixe, avec la seule mission obligatoire pour la commune, c'est la domiciliation administrative. Oui, ça c'est une compétence obligatoire des CCAS. C'est ça. Ouais. Voilà, donc qui est délégué donc à l'accueil de jour La Boussole pour les personnes sans domicile fixe. La Boussole, c'est aussi donc l'accès aux dispositifs de première nécessité, on n'y pense pas, mais accès aux toilettes quand on est à la rue pour prendre une douche, laver son linge, prendre un café, une boisson fraîche en été, une boisson chaude en hiver, et un centre d'hébergement hivernal. Du 1er novembre au 31 mars, La Boussole se transformait et hébergeait donc 10 personnes, 5 hommes, 4 femmes et un bébé sur les 5 mois de l'hiver. Comme disait Madame Monod juste avant, ces personnes-là, en fait, ils hébergeaient 14 nuits, parfois 30 nuits, et derrière retournaient soit sur un parcours 115, soit sur des solutions hébergées par des tiers. Aujourd'hui, on a annualisé donc cet hébergement, on l'a transformé puisqu'on est passé de 5 hommes à 7 hommes de façon annuelle et de 4 femmes et un bébé à 6 femmes et 3 mamans avec bébé, dans 2 lieux différents avec ces deux dispositifs complètement différents. D'accord, je vois. Steve Larranaga, alors après l'hébergement d'urgence, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on développe des choses? Une fois qu'on a dit, voilà, 7 ou 14 jours, on vous a protégé pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que je reprécise parce que nous, à l'espace d'accueil et d'accompagnement Henri Grouès, c'est un hébergement qui dure beaucoup plus que 14 jours. Hein. Là, on est sur un autre dispositif, mais peut-être que je vais rebondir là-dessus. Donc, l'espace d'accueil Henri Grouès, comme j'ai dit, c'est des hommes seuls, des femmes seules. L'hébergement, il dure environ 1 an à 1 an et demi. Pendant ce temps-là, il y a un accompagnement. Et l'idée, c'est de se réinsérer, de retrouver éventuellement un emploi et d'aller vers un logement. Quelque chose de plus pérenne. Ce qui fonctionne grâce à cet accompagnement. Maintenant, parallèlement, on s'est aperçu dans l'histoire de Saint-Ouen, comme je dis, 1997, quand on remonte à 2008, il y a déjà une première tentative avec un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis où on s'est dit, bon, sur les 10 places pour les femmes, ce sont des femmes seules. Mais il peut arriver qu'on ait des femmes avec enfants qui soient à la rue ou femmes victimes de violences. Donc on a commencé à dire, tiens, on va transformer une de ces places avec une possibilité et une aide aussi du département avec leurs compétences sur l'aide sociale à l'enfance pour financer une place avec un accompagnement spécifique. Le temps passant et la problématique des femmes victimes de violences étant en croissance régulière malheureusement, nous, on arrive en 2020, il y avait déjà un dispositif qui existait depuis une petite dizaine d'années où, parallèlement, une femme victime de violence était hébergée donc, en urgence, en structure hôtelière, 7 jours maximum, renouvelable une fois, donc 14 jours. Ce dispositif-là, nous, dès qu'on est arrivé, on l'a remis en œuvre parce qu'il a un peu été abandonné par l'ancienne municipalité et donc on l'a retesté. Et on s'est aperçu que les conditions d'hébergement en hôtel, c'est pas très favorable, c'est pas très satisfaisant même pour nous. Deuxièmement, il est très difficile de trouver un hébergement en hôtel qui accueille femmes avec des enfants. Donc là, on s'est dit, au beau milieu de la nuit, pourquoi pas, mais une nuit peut-être. Mais après, il faut embrayer vers un autre dispositif.
Et ça se construit. Donc c'est ce qu'on est en train de construire. Là, on a réservé dans notre patrimoine diffus de la ville 4 hébergements. On est en train, avec des partenaires comme la région Île-de-France, où là on a rénové avec l'argent de la ville ces appartements autour de 90 000 euros. On attend une subvention de la région Île-de-France qui est très sensible sur ce sujet effectivement des femmes victimes de violences, c'est très actif. Et pour l'équipement, on a aussi un partenaire comme Orange, on espère qu'il va nous financer des portables. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un hébergement pour ce public-là qu'on a repéré de plus en plus fréquemment au niveau de la ville, où on n'a pas de solution à proximité. On a un dispositif qui s'appelle Un toit pour elle, je crois, où on a une place ou deux, où on peut héberger avec une collectivité partenaire une femme et ses enfants dans une autre collectivité. Donc quelquefois, on a besoin d'éloignement. Quelquefois, il y a besoin d'éloignement. Mais nous, quelquefois, il n'y a pas besoin d'éloignement. Ça peut être sur la ville, dans un endroit tenu secret, avec une sécurité. Donc bien sûr, ça demande aussi un aménagement, du personnel, sans rentrer dans les détails. Et donc ça, c'est notre volonté politique de ce mandat. Et là, je pense qu'on est bien parti pour ouvrir cette structure, on va dire certainement vers septembre 2025, avec comme je vous dis, une réactivité, un accompagnement pour ces femmes. Et avec l'expertise qu'on a, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le CCAS de Saint-Ouen, comme d'autres CCAS, développe aussi une expertise du social. On a pu être réactif pour créer ce dispositif et aller chercher des fonds au niveau des partenaires et pouvoir répondre à un besoin qui, comme je l'ai dit, est de plus en plus important, et en pensant aux enfants et aussi à la maman. D'accord. Allez-y, Madame Monod. Je voulais juste compléter justement sur l'accueil, parce que je suis tout à fait d'accord avec mon collègue sur le sujet de l'augmentation des violences faites aux femmes. Il y avait un peu cette idée en tête quand il y a eu ce souhait d'ouvrir l'appart, mais qui n'est pas dédié exclusivement à ces femmes-là, hein, ça reste, comme on l'a dit. Et puis bon, je répète, il y a quand même ce sujet de l'éloignement. Donc par rapport à ça, la ville de Rueil a mis en place 2 choses qui ne sont pas du tout accessoires. C'est le financement des taxis directement. C'est-à-dire une personne vient porter plainte au commissariat et immédiatement la ville finance le déplacement, le transport de la personne sur le lieu d'hébergement qui a été trouvé avec l'aide des services. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une convention qui est passée avec une association qui s'appelle l'Escale. Et là, maintenant, on a un accueil extrêmement discret pour venir parler de ces problématiques. Alors, il y avait déjà, hein, de toute façon, le CCAS a toujours été un lieu d'accueil. On a aussi un lieu très important dans notre ville qui s'appelle la Villa Familia, qui est un lieu aussi de médiation parents-enfants. Mais au-delà de cet accueil-là, il y a des juristes qui sont présents et de manière extrêmement discrète, parce qu'il y a ce sujet de la discrétion. Hein, les femmes qui sont victimes de violences, très souvent, sont obligées de venir pour un autre prétexte dans un lieu, hein, parce qu'elles sont parfois suivies sur leur téléphone. Hein, voilà. Donc tout ça, ça reste... on en parle là, mais bon, c'est vrai qu'on est très discret sur le sujet. Il y a différents dispositifs qui ont été créés de manière à ce qu'une femme victime de violences à Rueil trouve une écoute, des solutions, un transport. Et puis donc l'hébergement, en l'occurrence, il n'est pas spécialement dédié à ces femmes-là, puisque justement, il faut les éloigner. Donc ça pourrait arriver, c'est possible, mais en fait l'objectif c'est de les éloigner de la ville pour pouvoir les mettre en sécurité. Voilà, je voulais dire ça. Peut-être Guillaume a quelque chose à rajouter là-dessus. Alors en effet, à l'appart, on accueille des personnes orientées par le 115, pouvant avoir un parcours où il y a eu des violences à la fois conjugales, familiales, administratives, budgétaires ou autres, différentes formes. Et nous, on travaille en partenariat avec les associations spécialisées. Sur le 92, il y a l'Escale, il y a Phare Tristan, il y a Davip aussi, pour les accompagner, puisque ils ont des juristes, des psychologues spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. On peut rester combien de temps à l'appart ? Alors oui, en effet, je voulais rebondir. En effet, on était initialement sur une prise en charge de 14 nuits renouvelables. D'accord. On est toujours centre d'hébergement d'urgence, mais on tend vers de la stabilisation aussi, puisque ça reste une prise en charge 115, donc on est sur
de l'hébergement dit d'urgence, mais les personnes peuvent rester 2 semaines ou bien plusieurs mois. Là, on a des personnes qui sont là depuis plus de 12 mois. Plus de 12 mois dans de l'hébergement d'urgence. Dans de l'hébergement d'urgence, avec un accompagnement. Ça a été aussi le switch quand on est passé de l'hiver à l'annuel. C'est qu'on a grossi l'équipe et on a une travailleuse sociale, notamment, qui est dédiée à l'accompagnement de ce public-là. Madame Monod, c'est quand même un peu une sorte de dévoiement de l'idée d'urgence. Quand alors, on reste, j'aime pas ce mot-là, je dirais... il n'y a pas de morale dedans. Non, mais dévoiement, si, parce que c'est un mot fort quand même. C'est au contraire, c'est d'optimiser une solution. Pour moi, j'allais dire, c'est même l'amélioration. C'est-à-dire que l'urgence, c'est l'urgence. Mais on voit bien qu'en 14 jours, on ne peut pas solutionner un tas de problèmes. Donc, qui est cette liberté-là, moi je le vois plutôt dans ce sens-là, cette liberté-là de pouvoir prolonger, de pouvoir réaliser un accompagnement beaucoup plus approfondi et qui débouche vers une solution. C'est peut-être le sujet que vous allez aborder après, mais c'est indispensable. On a besoin de ça pour certaines personnes, c'est pas possible autrement. C'est exactement celui-là, mais vous avez donc à la fois un hébergement qui est un SAS, 14 jours, 28 jours, et d'autres où on va s'inscrire dans une durée un peu plus longue. Un peu plus longue parce que les solutions ne sont pas immédiatement faciles à trouver. Et puis je voulais quand même souligner le confort qui est proposé. Voilà, cet appartement, c'est un véritable appartement. C'est très bien décoré, c'est très chaleureux, il y a un salon, enfin c'est pas... il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à devoir rejoindre des hôtels sociaux. Le mot social est, lui, dévoyé. Voilà, ce qu'on appelle les hôtels sociaux. Là, on peut parler de dévoiement, parce qu'il n'y a rien de social dans les hôtels qui accueillent comment ça se passe Alors, les hôtels sociaux qui existent sur notre territoire, souvent, c'est des chambres qui sont pas confortables, c'est des toilettes sur les paliers, on n'a pas du tout envie d'adresser des femmes dans ces lieux-là. Tout ce qui peut l'éviter, c'est très important. Et vraiment, c'est autre chose qui est offert à ces personnes, y compris donc à la Boussole, qui est un lieu qui s'est vraiment au fil du temps amélioré, beaucoup plus de confort. Et puis ce souci avec ces équipes qui sont vraiment très dévouées, d'amener les personnes vers un retour à une vie. Vous voyez, se cuisiner, c'est des choses que quelqu'un de la rue ne sait plus faire. Quand Guillaume parlait de cuire des pâtes, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent plus faire. Il y a des personnes qui ont décroché complètement avec un quotidien que nous connaissons tous, quoi. Donc c'est un retour à une vie intégrée, un rythme aussi, c'est très important. Et c'est peut-être l'occasion de parler quand même aussi d'Odyssée, puisqu'on a des structures d'insertion. Le lien est très fort, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles peuvent rebondir sur une association implantée dans notre ville depuis 30 ans, avec un succès absolument extraordinaire. Donc c'est des chantiers de réinsertion, c'est du maraîchage, qui également ramène à une vie quotidienne, se lever le matin, aller à l'heure au travail, avoir une mission à accomplir. Et c'est tellement vertueux que ces chantiers d'insertion, c'est donc du maraîchage, alimentent notre épicerie sociale, fournissent la Boussole pour les repas. Enfin, vous voyez, c'est toute une boucle vertueuse d'intégration, de retour à une vie digne. Merci. Steve Larranaga, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet de l'hôtel social? Vous en avez parlé, il me semble, en quelques mots. Vous avez le même point de vue que Mme Monod là-dessus? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que je partage vraiment l'avis de ma collègue Mme Monod. Et c'est pour ça aussi que je suis là avec vous pour partager cette expérience du CCAS de Saint-Ouen. On voit qu'il y a d'autres CCAS qui sont dans la même dynamique, c'est-à-dire que pour nous, c'est inacceptable l'accueil de personnes qui sont dans ces situations de détresse, de vulnérabilité, d'être accueillis de cette manière indigne dans des hôtels sociaux. Après, je pense qu'actuellement, l'État n'a pas le choix, mais nous, le choix qu'on fait au niveau local, c'est de faire en sorte que les personnes qui soient accueillies en urgence, elles puissent rester plus longtemps que quelques nuits, et surtout dans un confort, presque comme chez elles, et qui a un accompagnement. On l'a dit tout à l'heure, au niveau du quotidien, parce qu'il y a ces pertes de repères, et vraiment vers une insertion, une réinsertion. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'accompagnement au niveau des hôtels sociaux, parce qu'on a le SIAO qui a des travailleurs sociaux et qui rencontre les personnes. Mais combien de fois dans l'année? Combien de fois? Nous, tous les jours, on a des maîtres de maison ou des hôtes
qui sont là pour la quotidienneté, et on a aussi des professionnels du social, voire du paramédical, qui sont présents. Donc ce n'est pas du tout le même type d'accueil. Et j'allais dire, ces hôtels sociaux sont des hôtels à la base et qui n'ont pas été pensés en principe pour de l'hébergement d'urgence. Et d'ailleurs qui se sont même dégradés. Donc voilà, je pense que je partage exactement le même avis, et c'est pour ça qu'on est là pour présenter tout ce que peut faire un CCAS au niveau du social, au niveau de l'hébergement d'urgence, mais aussi vers la stabilisation, la réinsertion. Alors, on arrive à la fin de cette... Oui, c'était court. Hein, non, mais je voulais juste parler de l'accueil de jour. Voilà, non, je ne vais pas faire le mot de la fin. Je pense que je laisserai le mot de la fin à mon collègue, à Guillaume, mais je voulais dire aussi cet accueil de jour est très important, hein, parce que là, on parle de place d'hébergement, mais l'accueil de jour... le CCAS évidemment est un lieu d'accueil, mais la Boussole a un accueil particulier de personnes qui franchiront peut-être pas la porte du CCAS, peut-être pas la porte d'autres administrations, mais qui savent que là, ils vont trouver, en tout cas, comme le disait très bien, un accueil, un accompagnement, des solutions. Guillaume, alors c'est vous qui avez le mot de la fin. C'est bien que ça soit... C'est pas l'élu qui a le mot de la fin. C'est bien. On est d'accord ? Non, en effet, je pense qu'on a en peu de temps discuté de pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'aujourd'hui, les collectivités, moi, à mon niveau, j'ai un parcours associatif. J'ai travaillé dans les premières équipes qui allaient à la rencontre des familles à l'hôtel, de travailleurs sociaux. Donc les conditions d'hébergement en hôtel, elles sont connues, je les connais. Et en effet, on est typiquement sur de la suroccupation de chambres. On parlait des toilettes à l'étage. Parfois, c'est juste au rez-de-chaussée, hein. Il y a 6 étages, il faut descendre. On pose la question d'une maman avec un bébé. Comment fait-elle quand elle doit aller prendre sa douche et que la douche est au rez-de-chaussée et qu'il y a le bébé ? C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, nous, c'est le choix qu'on a voulu faire, en tout cas à la ville de Rueil, et c'est la tendance quand même actuelle, de proposer un nouveau type d'hébergement différemment. En pensant, moi, ça a été ce qui m'a animé, c'est de rendre l'autonomie au cœur de l'accompagnement aussi. On a souvent tendance à penser que les personnes ne sont pas capables de faire, alors que là on a 1 an et demi de retour sur l'appart, c'est tout neuf, c'est tout nouveau encore. On a eu des difficultés, mais on a surtout observé une réussite de fait. En fait, on a peu de problèmes sur l'appart, tout fonctionne bien, elles sont autonomes, on y va très régulièrement, presque quotidiennement. Le logement est entretenu, au final elles se l'approprient aussi, contrairement à un centre d'hébergement où les personnes vont être 6 par chambre parfois, où elles vont devoir quitter, revenir le soir sans être sûres de pouvoir revenir, elles ne peuvent pas s'approprier le lieu, là elles s'approprient le lieu. Ce qui est aussi une difficulté, puisque le jour où il y a une proposition d'hébergement plus pérenne, via le SIAO, le logement ou quoi que ce soit, qui est parfois moins bien, ça est déjà arrivé, travailler à la sortie, c'est une autre question. Mais là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà, c'est une très bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci bien. Merci.